je ne suis pas très fier seulement pour le fait qu'on est d'accord sur les montants et les chiffres, mais c'est surtout les recommandations. Ceci est un premier exercice pour moi, mais je suis agréablement surpris par la qualité des propositions. Et je croyais entendre mes anciens collègues du FMI parler de l'économie guinéenne. Je croyais entendre mes anciens collègues de la Banque africaine de développement parler de nos problèmes. Et bref, tout le monde est unanime et vous avez posé le même diagnostic que ce que nos partenaires posent, le regard qu'ils posent sur notre capacité de mobilisation et où est-ce que nous en sommes actuellement, malheureusement. Avec l'avènement du CNRD et le fait que une transition est propice aux réformes, c'est maintenant ou à jamais de creuser des sillons si profonds qu'après la transition, qu'on ne puisse plus revenir sur nos vieilles habitudes qui ont la vie dure. Les recettes sont faibles. Pourquoi? Compte tenu de nos capacités. Je disais l'autre fois, quand vous prenez tout, ça vous fait à peu près 4,5 milliards de millions de US dollars, milliards de US dollars. 4,5. C'est la même chose que un peu le Bénin, 22 milliards pour la Côte d'Ivoire, 11 milliards pour le Sénégal, même si nous n'avons pas les mêmes populations, mais quand même nos capacités et nos potentialités dépassent ces pays. C'est sur ces 4,5 milliards, Monsieur le Président, vous avez raison, le volet recettes doit vraiment retenir notre attention. C'est sur ces 4,5 milliards que nous devons réaliser tout ce que nous faisons. C'est tellement peu. Payer nos dettes, payer les salaires, payer le fonctionnement. Finalement, ce qui reste pour payer, pour investir dans notre futur, pour les investissements, est très peu. C'est pourquoi vous voyez souvent que les réalisations faites sur le budget national de développement sont très faibles et on est obligé de commander partout pour réaliser des infrastructures qui garantissent notre futur. Les causes sont profondes. Il y a la corruption, il y a la déperdition, mais il y a les péchés originels aussi en matière de... Monseigneur sourit. En fait, dès la conception de certains projets ou de certains grands projets, on fait beaucoup d'exonérations. Et je suis content que l'honorable Baldé nous ait dit qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup la cour. Et je peux le rassurer qu'on n'aura plus à faire de la cour à des institutions ou à des compagnies minières. Il y a un alignement des planètes qui fait qu'à l'interne, il y a une volonté réaffirmée et ferme qui dit que maintenant, nous devons négocier et même voir renégocier nos contrats miniers sur base de contrats gagnant-gagnant. À titre illustratif, tout ce qui a été fait pour le projet Simandou, le gouvernement a mis à ses côtés lors des négociations les meilleures firmes d'avocats que les compagnies minières utilisent, les meilleures firmes de comptabilité financière que les compagnies utilisent et les meilleurs experts en domaine minier que les mêmes compagnies utilisent. Donc, on est allé à armes égales, mais avec une différence près. Du côté du gouvernement, c'est qu'il y avait une volonté ferme du président Mamadi Doumbouya pour que plus jamais les Guinéens ne voient des trains miniers défiler
et ne recevoir que des externalités, à savoir la pollution, la poussière et tout autre élément que la ministre de l'Environnement est ici peut mieux expliquer que moi. Donc ça, c'est la volonté interne. Mais à l'extérieur aussi, les compagnies minières viennent de grands pays, souvent de l'OCDE, qui ont compris que nous sommes sur une petite planète et que nos intérêts sont communs. Et que si vous créez des externalités, des effets négatifs sur une partie de la planète, tôt ou tard, vous le récolterez chez vous à travers l'immigration, à travers autres éléments négatifs que vous ne souhaitez pas, la vente de drogue et de toutes sortes de trafics. Donc, ils se sont conscientisés, je peux le dire ainsi, pour que désormais, qu'il y ait une taxe minimum dans le cadre du pilier 2 de l'OCDE de 15%. Et l'une des clauses de ce pilier est que toute taxe, tout impôt que vous ne payez pas dans le pays où vous opérez, vous aurez à le payer dans le pays où vous êtes enregistré. Donc, nous sensibilisons tous nos partenaires sur le fait que vaut mieux créer de la richesse là où vous opérez. Et c'est ce qui va être fait dans le cadre de Simandou. Et nous profiterons aussi de tout, ceci est important, chaque fois qu'il y a changement de régime, les premières déclarations, c'est de dire que nous allons respecter scrupuleusement nos engagements extérieurs et tous nos autres engagements. Ce gouvernement l'a fait, ce régime l'a fait. Ils n'ont dénoncé aucun contrat. Cependant, ce qu'on ignore d'ajouter, c'est que est-ce que les autres, eux, ils respectent leurs engagements? Ils ne le font jamais. Ceux qui ont dit qu'ils allaient construire des raffineries ici, ils ne l'ont jamais fait. Ceux qui disent qu'ils allaient bitumer telle ou telle route, ils ne l'ont jamais fait. Je n'appelle pas quelque chose à révolte contre eux, parce que ce sont nos partenaires, mais tout ce qui ne conduit pas à un respect des engagements contractuels nous donne la latitude, nous aussi, du côté du gouvernement, de dénoncer ces contrats et de les refaire et de les reprendre à notre avantage et aux avantages du peuple guinéen. Et c'est ce qui est en train d'être fait pour plusieurs contrats. Je n'en citerai pas ici, comme le lieu n'est pas, je ne suis pas autorisé à le faire. Et que les négociations sont en cours. Mais soyez sûrs que les minerais de fer qui sortiront de Simandou et autres exploitations seront au bénéfice du peuple de Guinée. Et en plus, avec des prises de participation qui étaient zéro avant, maintenant on a des prises de participation minimum standard de 15%. Et ceci est à mettre à l'actif du CNRD et de son président, Mamadi Doumbouya. C'est ce qui est de la mobilisation des recettes. Mais nous-mêmes ici, il y a tellement de choses qu'on ne paye pas. Je ne peux pas être plus d'accord que ce que l'honorable conseiller qui a parlé de la manière et de la méthode de recouvrer certaines taxes rebute tout citoyen. La façon dont on collecte les factures de EDG, vous pouvez aller chez quelqu'un qui a 2 ou 4 voitures dans sa cour et vous facturez en fonction de cela. Quelqu'un qui n'a aucune voiture chez lui, il a 4 climatiseurs, des réchauds électriques et d'autres appareils. Bon, c'est forfaitaire. Deux fois, on ne le paye même pas. La Guinée est le seul pays où on ne paye pas l'électricité. Je reviendrai sur ce point. De la sécurisation des recettes. Ça a été mon cheval de bataille numéro 1 depuis que je suis venu. De sorte que, dès que je suis venu dans ce ministère, le projet phare qui consistait à l'automatisation de tout le processus de recouvrement de notre système de taxes,
qui dormaient dans les tiroirs, je les ressortis. Et avec le soutien de la présidence et de la prémature, en 2 mois, nous avons pu passer dans sa phase de réactivation. Et ce projet est tellement innovant que je m'en voudrais de ne pas citer quelques éléments qu'il compose. L'immatriculation se fera automatiquement, le registre des contribuables, la taxation d'office, sa connexion avec Mobile Money, les pénalités de recouvrement seront automatiques, la poursuite des recouvrements aussi, le contrôle fiscal, échange avec le Trésor, j'en passe et les meilleurs. Il est tellement innovant qu'il effraie les fonctionnaires de l'administration fiscale. Cette application s'appelle SAFIC 2, mais d'autres l'ont appelé, à cause de tout ce qu'il va faire comme révolution, ils l'ont appelé Satan 2. Mais avec la volonté politique, nous irons jusqu'au bout. On va essayer ce Satan aussi, si ça peut nous rapporter des recettes. Et ceux qui sont attentifs ont constaté que dès le 31 de ce mois, les premiers effets de cette application ont commencé à être ressentis sur le terrain. Il en est ainsi de l'attribution du NIF, numéro d'identification financière. Avant, pour avoir ce NIF, il faut passer par les intermédiaires, il faut passer par beaucoup de choses, et même quand vous êtes à jour, tant que vous n'avez pas fait quelque chose, vous n'aurez pas. Et quand vous n'êtes pas à jour, vous pouvez l'avoir aussi de façon pas authentifiée, parce que personne n'est là pour vérifier si votre NIF est authentique. Alors que ce NIF est demandé dans toutes les procédures de soumission au marché public et d'autres procédures administratives. Et donc, je disais que le 31 de du mois passé, on a fait une déclaration à la télé par l'intermédiaire du directeur général des impôts, où désormais le NIF est généré de façon automatique avec l'insistance que vous n'êtes pas obligé de passer par qui que ce soit. Dès que vous êtes connecté en tant qu'entreprise recensée dans le système, votre NIF est généré automatiquement. Et il y aura d'autres innovations et on viendra vous en rendre compte. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, monsieur le président, tout n'est pas obscur. Nos services de collecte des recettes doivent aussi recevoir quelques reconnaissances. Il ne vous a pas échappé que la croissance est passée de 5,4 à 4,2. Cette baisse de plus d'1 point de PIB a des conséquences néfastes sur nos recettes. Mais malgré cela, avec l'effet de Simandou et d'autres réformes agressives pour mobiliser des recettes, nous n'avons pas réduit nos recettes. Au contraire, elles ont cru. Mais normalement, ces recettes devaient baisser si vous êtes en toute logique économique. Je ne vais pas répondre un à un à toutes les préoccupations ou recommandations ou interpellations qui ont été faites ici. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que j'en fais mienne et je vous remercie de les avoir formulées. Pour la recommandation qui est faite au gouvernement de diligenter les recouvrements effectifs des créances, nous en sommes conscients. Et nous nous sommes fait accompagner par les meilleurs en la matière. Et on a demandé, grâce à un appui de la Banque africaine de développement, d'auditer un certain nombre d'entreprises pour nous, ce qui fait 45 entreprises. Les chiffres qui ont été sortis étaient très importants.
Mais on est en train petit à petit de se mettre d'accord sur ce qui va être recouvré et les procédures sont en cours pour effectivement recouvrer. J'ai parlé déjà de la sécurisation, de la pression fiscale. Il est dit dans le rapport que le Sénégal est à 18,7%, ce qui est vrai. Il est aussi indiqué que le Mali est à 19,3%, ceci aussi est correct. Par contre, la moyenne dans la sous-région, elle est vraiment faible. Le Nigeria, à lui tout seul, qui représente plus de 40%, disons même 50% du PIB de la CEDEAO, le taux de pression fiscale est de 6,2% en moyenne. C'est un sérieux problème qu'on a actuellement dans la sous-région. Il en est de même de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire fait des pics, c'est 12, 13, 14. Le dernier programme auquel j'ai été associé quand j'étais au FMI, toute la réforme portait sur le fait d'élever ce taux de pression à 12,4%. Donc c'est vraiment un fléau auquel on est confronté. Évidemment, d'autres économistes vous diront que quand l'économie est en expansion et on est en pleine phase d'investissement, il y a toujours un décalage entre la croissance nominale du PIB et les impôts, d'autant plus il y a d'abord il faut en faire des exonérations, mais en plus de cela, les investissements qui sont en train d'être faits en capital de formation brute, il faut qu'ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans avant de commencer à produire et qu'on les taxe. Donc il y a ce décalage. Mais cela dit, c'est un problème que nous reconnaissons et nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer cette pression fiscale. Mon collègue de la Banque centrale n'est pas là actuellement, il est en mission. Mais moi-même étant ancien de la Banque centrale et membre du gouvernement, je me ferai fort de donner quelques éléments en matière de taxer l'or artisanal. En matière d'économie, la première chose qu'on nous apprend, c'est le coût d'opportunité. Chaque fois que vous prenez une décision, il faut voir à quoi vous renoncez et qu'est-ce que vous gagnez. Et c'est valable aussi dans la vie de toute façon. Est-ce qu'il faut taxer l'or artisanal et voir notre or partir être commercialisé dans la sous-région ou adopter une politique volontaire agressive de baisser la taxe pour que plus d'or passe par la Guinée, à la Banque centrale. Parce que de toute façon, c'est qu'on gagne en taxe. Est-ce que c'est comparable à ce qu'on peut gagner dans le renforcement de la balance de paiement? C'est une question que je pose. Cependant, vous avez tout à fait raison, honorable conseiller. Le 1% me semble raisonnable parce qu'elle est inférieure à ce que les autres appliquent. Je vois que l'honorable Amélie Camara est d'accord avec moi. Donc, on peut faire des efforts pour s'aligner dans ce sens. De l'enrichissement de EDG, parlons-en. Moi, depuis que je suis là, ça me fait 4 mois, je n'ai reçu aucune facture. Et c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Et chaque fois que je rentre dans une chambre, j'éteins. Les gens qui sont à la maison avec moi pour m'aider, ils l'allument. Et deux fois, des climatiseurs qui tournent, vous venez, vous éteignez. Mais on doit changer nos habitudes et on doit faire beaucoup de pédagogie dans ce sens, comme l'a dit un des honorables. Et parmi ces pédagogies, et même c'est plus que la pédagogie, le Premier ministre, Amadou Ouriba, a insisté et a donné l'exemple pour que des compteurs prépayés soient installés chez lui. Et il a instruit à ce que ceci soit fait
dans tous les départements. L'administration peut se le permettre maintenant. Et on en a fait des conditionnalités dans nos prochains appuis budgétaires ou engagements avec la Banque mondiale. Il faut qu'on fasse des réformes dans ce secteur. Et ils demandaient l'augmentation du prix de l'électricité. Mais voyez-vous, on a fait appel à tous les bons sens que vous ne pouvez pas augmenter le prix d'une denrée au moment où cette denrée vitale, vous n'arrivez même pas à la fournir comme il le faut. Et donc, dans les jours à venir ou les semaines à venir, l'électricité sera, ce n'est pas un scoop que je donne, pour tous ceux qui s'intéressent à la question le savent, l'électricité sera, la desserte va s'améliorer substantiellement par des mesures que ce gouvernement a prises. Et une fois que nos concitoyens ont de l'électricité de façon régulière, nous comptons beaucoup sur le CNT et toutes les autres branches de l'administration ou de la République pour faire la sensibilisation qu'il est temps que le Guinéen paye. Nous payons de la même manière à la source que le Sénégalais. À titre d'exemple, je ne suis pas le ministre de l'Énergie, mais en tant que ministre du Budget, je vois tout le mois les factures sortir. Donc, je peux me permettre d'en parler. Notre contrat de fourniture par l'interconnexion avec le Sénégal, les 120 MW qu'on nous fournit, c'est à 25 hors taxe, ce qui représente beaucoup. Et quand vous prenez la taxe, ça fait 23 cents. Et ça, ils nous fournissent 120 pendant la journée et 70 quand ils peuvent la nuit. Et ils le font avec un bateau turc qui leur donne cela à 60%. Nous, quand nous branchons le même bateau ici, nos concitoyens veulent l'avoir gratis. Ce n'est pas possible. On parle de réforme de EDG. C'est vrai, certes, EDG doit être reformé, mais nous devons reformer nos comportements et réellement payer ce que nous devons payer. Si le bout, excusez-moi, monsieur le président de cette digression, mais c'est un exemple qui m'a très frappé. Quand j'étais à la base et que j'étais posté au Burkina Faso, en 2014, j'ai assisté en direct à la révolution burkinabé qui a fait partir le président Blaise Compaoré. Il y a eu le Parlement qui a été brûlé et d'autres édifices. Mais le lendemain, ce qui nous a tous frappés, les Burkinabés faisaient la queue pour payer leurs factures d'énergie. Le lendemain même. Pourquoi pas le Guinéen? Pourquoi pas nous? Dès que vous voulez faire payer ou poser des compteurs, on fait de l'interférence politique. Non, 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 ce n'est pas le moment de le faire. Quand est-ce que ça sera le moment? C'est maintenant ou jamais pendant la transition. C'est pendant la transition qu'on peut faire, qu'on peut creuser des sillons de sorte que ça devient une habitude et que personne ne pourra plus dévier de ces réformes. Merci beaucoup, madame, et merci, monsieur le conseiller. Monsieur le Président, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter et une fois encore en vous remerciant et en vous disant que je fais entièrement mienne vos recommandations. Merci beaucoup.